Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de ce genre d'histoire. Enquête narrative, véritable mystère et secrets qui restent cachés derrière des lieux puissants et apparemment inaccessibles. Maintenant, je veux savoir de votre part. D'où regardez-vous cette vidéo? Laissez un commentaire en indiquant votre ville ou votre pays. La villa, la Léopolda, se dressait sur les pentes de Villefranche-sur-Mer, imposante et silencieuse, malgré sa beauté presque irréelle. Vue de loin, elle ressemblait à un palais suspendu entre ciel et Méditerranée, cerné de jardins géométriques et de sentiers de pierre serpentant jusqu'à disparaître derrière de hauts murs. Le jour, elle reflétait luxe, puissance et histoire. La nuit, elle se métamorphosait, un bloc sombre enchâssé dans la montagne, comme observant le monde sans jamais être vu. Henri Morel connaissait bien cette transformation. Il travaillait comme responsable technique de l'entretien de la structure de la propriété, embauché par une holding suisse qui gérait officiellement la villa pour le compte d'héritiers milliardaires. Pour Henri, ce poste représentait une opportunité rare. Stabilité, salaire élevé, prestige discret. Pour d'autres, ce n'était qu'un emploi comme un autre. Pour lui, dès la première semaine, il était clair que ce lieu exigeait le silence, l'obéissance et une capacité hors du commun à ne pas poser de questions. La routine semblait simple au premier abord. Vérifier les installations électriques, surveiller les anciennes fissures, superviser des rénovations qui n'avaient jamais été consignées dans les registres officiels. Mais rien n'était simple à la Villa La Léopolda. Des ailes entières n'apparaissaient pas sur les plans qui lui avaient été fournis. Des portes verrouillées sans indication, des caméras qui n'étaient pas référencées dans le système central. Et, surtout, des fêtes. Les fêtes étaient le cœur battant de la villa. Elles survenaient à l'improviste, organisées par des intermédiaires qui ne dévoilaient jamais leur véritable identité. Des voitures de luxe arrivaient à la nuit tombée, remontaient d'étroites routes et disparaissaient derrière les grilles. Musique douce, lumière tamisée, rires résonnant dans les jardins. Tout semblait soigneusement contrôlé pour que rien ne s'échappe des murs. Henri n'a jamais participé aux opérations. Son rôle était de veiller au bon fonctionnement de l'ensemble des installations. Alimentation électrique stable, générateur prêt, système d'isolation activé. Les soirs d'événements, il recevait l'ordre formel de rester dans des zones techniques spécifiques et d'éviter tout déplacement inutile. Ce n'était pas une demande, c'était une règle. De l'autre côté de cet univers silencieux se trouvait Claire Dubois, journaliste d'investigation installée à Nice. Son nom ne figurait pas en couverture des magazines, mais circulait discrètement dans les rédactions et les archives judiciaires. Claire avait la réputation de mener des enquêtes longues et patientes, souvent abandonnées par d'autres journalistes faute de preuves ou sous la pression extérieure. Elle s'était spécialisée dans les histoires que personne ne voulait mener à leur terme. Le premier contact de Claire avec la Villa La Léopolda ne relevait ni d'une curiosité esthétique, ni d'un intérêt immobilier. Il s'est fait à travers une série de documents incohérents. Des rapports de police archivés, des plaintes anonymes effacées, des témoignages d'employés temporaires disparus des registres officiels après quelques mois. Aucun crime officiellement prouvé. Aucune accusation formelle étayée. Seulement des zones d'ombre. Ce qui a le plus retenu son attention, c'était la régularité des événements. Toujours la même adresse, toujours le même type d'événement privé, toujours la même conclusion administrative, insuffisance de preuves. Tandis que la villa conservait son image publique de monument historique et de théâtre de fêtes fastueuses, Claire reconstituait une chronologie parallèle. Des noms apparaissaient et disparaissaient. Des sociétés fantômes souscrivaient des services de sécurité. Des accords de confidentialité étaient signés en masse. Des gens ordinaires entraient dans ce lieu. Et, dans certains cas, on n'entendait plus jamais parler d'eux. Henri, de son côté, commençait à se rendre compte que la villa réagissait étrangement à la présence humaine. Non pas de façon surnaturelle, mais au niveau de sa structure. Des capteurs se déclenchaient sans raison apparente. Des portes, qui auraient dû rester ouvertes, se fermaient d'elles-mêmes après certaines nuits.
Certains couloirs présentaient des variations de température inexplicables, toujours après des événements précis. Dans le calme du petit matin, en consultant d'anciens registres d'entretien qui n'avaient pas été effacés, Henri découvrit des références à une aile souterraine agrandie des décennies après sa construction initiale. Aucune signature officielle, aucune justification technique claire. Seulement de vagues notes concernant des aménagements pour des événements privés. Il n'en a parlé à personne. Il savait que poser des questions aurait des conséquences. Les anciens employés avaient tout simplement quitté l'entreprise, du moins d'après les rapports. Claire, ignorant l'existence d'Henri, suivit un autre chemin. Une source anonyme lui envoya une courte phrase, sans autre explication. « Tout le monde n'est pas sorti de la Villa La Leopolda par les mêmes portes qu'on y était entré. » À partir de ce moment, l'enquête cessa d'être purement professionnelle. Elle devint personnelle. Claire savait reconnaître quand quelqu'un essayait de la prévenir sans se dévoiler. Et elle savait aussi que des histoires comme celle-ci étaient rarement révélées sans résistance. La villa demeurait imposante, intacte, entourée de jardins impeccablement entretenus et de réceptions soigneusement triées sur le volet. Aux yeux du monde extérieur, elle n'était qu'un symbole de plus de la richesse européenne. Pour Henri, elle était devenue un lieu où chacun de ses pas semblait épié. Pour Claire, c'était un angle mort du système, trop important pour être ignoré, trop silencieux pour être innocent. Aucun des deux ne se doutait encore à quel point leur destin allait s'entremêler, ni que ce qui était enfoui sous cet immeuble n'était pas seulement du béton, mais des décisions, des silences et des crimes qui n'auraient jamais dû rester cachés. Et la Villa La Leopolda, immobile et éternelle, semblait attendre le moment propice pour que quelqu'un ose regarder au-delà de sa façade parfaite. La Villa La Leopolda n'était pas isolée du monde qui l'entourait. Elle dominait le paysage et, d'une certaine manière, influençait le comportement de tous ceux qui vivaient à proximité. À Villefranche-sur-Mer, les anciens évitaient de commenter ce qui s'y passait, non par superstition, mais par habitude. Ils avaient appris, au fil des décennies, qu'une curiosité excessive n'apportait rien de bon. Henri Morel commença à le remarquer dans les petits détails. Le boulanger qui livrait le matin ne franchissait jamais le portail extérieur. Le jardinier du coin, engagé uniquement pour les zones périphériques, refusait de travailler après le coucher du soleil. Quand Henri évoquait la villa dans des conversations anodines, les réponses étaient toujours vagues, suivi de changements de sujet rapides. Ce silence collectif n'était pas une peur manifeste, mais une question de commodité. Au sein de l'établissement, la hiérarchie était rigide et fragmentée. Les équipes ne se croisaient jamais. Le personnel de sécurité privée travaillait par roulement, sans lien avec les horaires du personnel technique. Les responsables des événements arrivaient, donnaient des ordres et disparaissaient sans laisser de traces administratives. Chacun n'en savait que le strict nécessaire pour remplir sa fonction. Henri occupait un poste intermédiaire. Il avait accès aux plans de structure, aux systèmes électriques et aux domaines techniques, mais était tenu à l'écart de toute prise de décision. Avec le temps, il comprit que sa présence était tolérée parce qu'il résolvait les problèmes. Et les personnes qui résolvent rapidement les problèmes ont tendance à être maintenues en poste, tant qu'elles n'en remettent pas en question l'origine. L'antagonisme qui y régnait ne s'incarnait pas en une seule figure. Il n'y avait ni visage distinctif, ni nom public. Le pouvoir était diffus, exercé par le biais de contrats, de clauses de confidentialité et d'ordres transmis par de brefs messages, presque toujours non signés. La villa était gérée par une entité invisible, efficace et froide. Pendant ce temps, Claire Dubois a exploré des archives que peu de journalistes prenaient la peine de consulter. Vieux registres municipaux, affaires classées sans suite faute de preuves, procès prud'homaux mystérieusement abandonnés avant leur procès. La France, avec sa longue tradition bureaucratique, conservait tout, même les affaires jamais résolues. Claire s'aperçut que chaque fois qu'un incident semblait menacer la Villa La Leopolda, un obstacle administratif surgissait. Les juridictions s'embrouillaient.
Les autorités locales invoquaient leur incompétence. Les instances supérieures déclaraient qu'aucune plainte officielle n'avait été déposée. C'était un véritable labyrinthe juridique, parfaitement fonctionnel. Elle entreprit également de retracer l'histoire des propriétaires successifs, rois, banquiers, magnates, héritiers anonymes. Tous avaient laissé des traces de luxe, de rénovation et de fêtes légendaires. Aucun n'avait cependant laissé de traces claires de leur responsabilité. La villa avait traversé le XXe siècle en changeant de main, mais en conservant le même schéma. Grandeur publique, opacité privée. Henri, de plus en plus observateur, commença à remarquer des schémas récurrents après certaines fêtes. Il y avait toujours des zones fermées le lendemain. On demandait systématiquement de petites réparations d'urgence sans explication technique cohérente. Câblage remplacé, revêtement de sol changé, murs renforcés. Il ne s'agissait pas de rénovations esthétiques, mais de réparations bâclées. Un matin, accompagnant une inspection extérieure, il découvrit des traces récentes de travaux de terrassement dans une partie du jardin qui, d'après les plans officiels, ne présentait aucune structure souterraine. Ces traces avaient été dissimulées par de jeunes plants, encore peu enracinés. L'intervention avait été menée en urgence. Henri prenait des notes, se faisait une photographie mentale des lieux et continuait à travailler. Il savait que les documents physiques pouvaient être retracés. Claire, quant à elle, a commencé à se heurter à une résistance directe. Les sources qui avaient initialement répondu à ses sollicitations ont cessé de la contacter. Un ancien employé qui avait accepté de témoigner a annulé la réunion quelques heures auparavant, se contentant d'envoyer un bref message indiquant que la situation n'était plus sûre. Il n'a pas précisé à qui. Malgré tout, elle persista. Chaque refus renforçait sa conviction qu'il y avait un problème structurel. Ce n'était pas un crime isolé, mais un système récurrent, protégé par l'argent et le silence. De part et d'autre de cet univers, ils commençaient tous deux à comprendre la même vérité. La villa La Leopolda n'était pas simplement un lieu d'excès. C'était un mécanisme finement huilé, conçu pour permettre à certaines choses de se produire et de disparaître sans laisser de traces visibles. La villa était encore intacte, admirée de loin par les touristes et encensée dans les magazines de luxe. Mais derrière cette image se cachaient des décisions anciennes, des faveurs tacites et des accords non écrits. Et plus Henri et Claire avançaient sur leurs chemins respectifs, plus il devenait évident que les lieux ne toléraient aucune déviation. La villa La Leopolda n'a pas réagi par des menaces directes. Elle a réagi par l'exclusion, l'effacement et le silence. Et c'est précisément ce qui l'a rendue si dangereuse. Le conflit, d'abord diffus, prit une tournure concrète lorsque le fonctionnement de la villa La Leopolda commença à se dégrader. Non pas aux yeux du public, mais en coulisses, où de petites erreurs précédèrent souvent de plus grands problèmes. Henri fut le premier à le remarquer. Lors d'une vérification nocturne des installations électriques, il constata qu'un des générateurs auxiliaires fonctionnait en dehors des heures prévues. Aucune coupure de courant ni aucun événement programmé n'était enregistré. La consommation était anormalement élevée, concentrée dans une aile officiellement fermée depuis des années. Lorsqu'il tenta d'accéder aux données complètes, le système redémarra automatiquement, effaçant les enregistrements des 12 dernières heures. Le lendemain, il reçut un ordre direct. Ne pas procéder à des inspections non sollicitées après 22 heures. Le message était bref, sans justification technique, signé uniquement par le service administratif. Henri comprit la véritable nature de cet avertissement. Quelques jours plus tard, une nouvelle fête fut organisée. Plus importante que les précédentes, elle accueillit des invités venus de différents pays européens. Des hélicoptères survolèrent la zone avant la tombée de la nuit. La sécurité fut renforcée. Du personnel supplémentaire arriva sous contrat temporaire, souvent sans papier en règle. Henri fut affecté à un local technique, près de l'ancienne aile souterraine, avec pour mission explicite de garantir la stabilité électrique. Au cours de l'événement, la situation a dégénéré. Les capteurs de vibration se sont déclenchés successivement, signalant d'intenses mouvements souterrains.
Ce n'était ni de la musique, ni une circulation normale. Il s'agissait d'impacts rythmiques et concentrés, incompatibles avec toute structure connue de l'usine. Henry a tenté de contacter le centre de sécurité. Il n'a reçu aucune réponse. Quelques minutes plus tard, une demande urgente parvint du système interne. Renforcement structurel immédiat d'un couloir secondaire, sans description du problème. Henry suivit le protocole. En s'approchant, il perçut une odeur métallique mêlée à celle de la terre humide, impossible dans un espace clos. Il n'a rien vu de directement incriminant. Mais il en a vu suffisamment pour comprendre que cette aile ne servait pas uniquement au stockage ou à la logistique. Il y avait des signes évidents d'une utilisation fréquente, récente et intensive. Le lendemain matin, 2 intérimaires ne se sont pas présentés à leur poste. Leur nom avait disparu de la liste. Quand Henry s'est renseigné à leur sujet, il n'a reçu qu'un regard neutre et la réponse habituelle, rupture de contrat. Pendant ce temps, Claire se heurtait à un obstacle de taille. Sa demande officielle d'accès aux anciens dossiers de police fut refusée pour incohérence de compétences. Puis, un confrère journaliste l'informa officieusement que son nom avait été mentionné lors de réunions auxquelles la presse n'était pas invitée. Il ne s'agissait pas d'une menace directe, mais d'une observation inquiétante. Elle a décidé de changer de stratégie. Au lieu de chercher des preuves officielles, il a commencé à recenser les personnes, anciens employés, fournisseurs, techniciens externes. Un schéma s'est dégagé avec une clarté troublante. Tous évoquaient le même sentiment de décalage temporel. Des horaires confus, des nuits interminables, des ordres reçus sans contexte. Et presque toujours, un événement précis à la suite duquel ils choisissaient de rompre définitivement les liens. Claire parvint à retrouver un ancien chauffeur qui avait travaillé lors d'événements privés à la villa. La rencontre eut lieu dans un petit café, à l'écart du centre. L'homme parla peu, évita les détails, mais laissa échapper une information cruciale. Certains invités ne figuraient jamais sur les listes de départ. Les voitures revenaient vides. Avant que Claire n'ait pu s'expliquer, l'homme se leva brusquement, prétextant un rendez-vous urgent. Il ne revint pas. Le conflit prit une autre tournure lorsque Claire reçut une notification anonyme contenant des coordonnées géographiques et une date. Les coordonnées pointaient vers un endroit précis des jardins de la Villa La Leopolda. La date coïncidait avec une fête qui avait eu lieu des années auparavant, l'une des plus discrètes et des moins documentées. En recoupant ces informations avec les données météorologiques, Claire s'est rendu compte qu'il avait plu abondamment cette nuit-là. Des rapports d'entretien ultérieurs ont fait état de dégâts au sol, dans le même secteur. Henry, ignorant de l'enquête de Claire, se trouvait face à un choix difficile. Lors d'une inspection de routine, il découvrit un passage de service qui ne figurait sur aucun plan. La porte était déverrouillée, comme si quelqu'un avait oublié de la dissimuler. En l'ouvrant, il aperçut un escalier descendant hors de portée de l'éclairage standard. Il ne descendit pas. Il ferma la porte et reprit son travail. Mais pour la première fois depuis son arrivée, il était empli d'une certitude troublante. Il n'était pas un simple témoin passif. Rester, c'était être complice, même sans tout comprendre. Claire, de son côté, commença à avoir l'impression d'être observée. Non pas par des personnes en particulier, mais par des coïncidences troublantes. Des voitures garées trop longtemps, des appels téléphoniques silencieux, des fichiers numériques qui disparaissaient sans explication technique. Le conflit, autrefois latent, était désormais actif. La villa réagissait, et Henry comme Claire avaient franchi une limite invisible. Ils ne se connaissaient pas encore. Pourtant, ils étaient déjà pris au piège d'une même tension, d'un système qui ne tolérait ni l'échec, ni la curiosité, ni la moindre déviation. Et plus ils tentaient de s'en éloigner, plus il devenait évident que la Villa La Leopolda n'était pas seulement un lieu où se produisaient des choses terribles, c'était un endroit qui se défendait lui-même.
À mesure que le conflit principal s'intensifiait, des intrigues secondaires se tissaient autour de la villa La Leopolda, tissant une toile de tension latente qui renforçait l'impression que rien n'y était dû au hasard. Chaque sous-intrigue, loin de détourner l'attention, contribuait à élargir le champ des possibles. Henri commença à remarquer de subtils changements de comportement chez le personnel permanent. Un agent de sécurité expérimenté, présent depuis avant son embauche, se mit à éviter certains couloirs, changeant d'itinéraire sans explication. Un technicien de climatisation demanda sa mutation après une seule nuit de travail dans une zone récemment rouverte de l'immeuble. Aucun n'en parla ouvertement, mais les signes étaient clairs, quelque chose les avait fait reculer. L'une de ces intrigues secondaires a pris forme lorsqu'Henri a été chargé de superviser le remplacement d'une ancienne section de canalisation souterraine. L'opération, en théorie simple, a été réalisée par une équipe extérieure, travaillant de nuit sous surveillance constante. Finalement, une partie des matériaux retirés n'a pas été éliminée conformément aux règles. Ils ont été transportés dans des caisses scellées et non identifiées, chargés directement dans des véhicules qui quittaient les lieux avant l'aube. Henri comprit que le remplacement n'était pas préventif, mais correctif. Il s'était passé quelque chose en dessous. Parallèlement, Claire subissait la pression psychologique d'une enquête de plus en plus solitaire. Un ancien rédacteur en chef refusa de publier toute mention de la villa La Leopolda, invoquant des risques juridiques inutiles. Une source policière anonyme confirma que certaines propriétés étaient considérées comme des zones sensibles, où le dépôt de plainte nécessitait une autorisation spéciale, ne serait-ce que pour être enregistré. Cette résistance institutionnelle devint un élément à part entière de l'intrigue. Claire commença à documenter non seulement les événements liés à la villa, mais aussi les obstacles systématiques qui surgissaient à chaque tentative d'enquête. C'était comme s'il existait un protocole invisible, activé automatiquement. Un autre fil conducteur est apparu dans les archives historiques. Claire a découvert d'anciennes mentions de réceptions diplomatiques organisées à la villa durant des périodes politiquement instables du XXe siècle, des événements privés, protégés par des immunités temporaires, où des décisions informelles étaient prises loin des archives officielles. La villa avait toujours été un lieu où pouvoir et anonymat coexistaient. Entre-temps, la pression du temps s'intensifiait. Une grande fête était prévue quelques semaines plus tard, un événement prestigieux avec des invités internationaux et une couverture médiatique indirecte. Pour Henri, cela signifiait des semaines de travail intense et des consignes de plus en plus contraignantes. Pour Claire, c'était une échéance implicite. Un événement important allait probablement se produire à ce moment-là. De plus en plus tiraillé, Henri se mit à élaborer un plan personnel. Il commença à noter mentalement des schémas, dates, zones interdites, comportements atypiques. Il n'écrivait rien, il ne prenait pas de photos, il se contentait de mémoriser. Il savait que toute preuve matérielle pourrait être utilisée contre lui. Pourtant, il avait besoin de garder une certaine maîtrise sur ce dont il était témoin. Claire, à son tour, fut confrontée à des dilemmes éthiques. Une source lui proposa des informations en échange d'un anonymat absolu et de la garantie qu'aucune publication ne serait faite immédiatement. Le contenu laissait présager des crimes graves, mais sans preuve matérielle directe. Publier ces informations serait irresponsable. Les ignorer, c'est risquer de perdre la seule chance de dénoncer le système. Les intrigues secondaires commencèrent à converger lorsque Claire découvrit le nom d'une entreprise de maintenance technique intervenant régulièrement dans les contrats de la villa. La même entreprise qui avait récemment signé un accord d'urgence pour les réseaux souterrains. Henri, sans le savoir, travaillait indirectement pour le compte de cette même société mentionnée dans les documents de Claire. Les tensions s'exacerbèrent lorsque des rumeurs locales commencèrent à circuler discrètement, non pas sur des crimes, mais sur des incidents survenus lors de soirées privées. Des histoires vagues, sans détails, toujours accompagnées de la phrase « Rien n'a été prouvé ». La répétition de ce démenti était en soi révélatrice. À l'approche des festivités, la villa fut placée en confinement. L'accès fut encore plus restreint. Les horaires de travail furent prolongés.
Une surveillance constante fut mise en place. Le temps semblait s'accélérer, accélérant les prises de décision et augmentant le risque d'erreur. Toutes les intrigues secondaires, la peur silencieuse des employés, la protection institutionnelle, l'histoire politique de la villa, le dilemme éthique de Claire et le conflit intérieur d'Henri convergeaient vers un même point névralgique. Quelque chose allait se produire, quelque chose d'incontrôlable, quels que soient les moyens déployés. La villa La Leopolda paraissait immaculée de l'extérieur, mais à l'intérieur, une tension palpable s'y accumulait, comme dans une structure antique sur le point de s'effondrer sous son propre poids. Le tournant ne s'est pas produit brutalement. Il s'est insidieusement formé, telle une fissure qui s'élargit silencieusement jusqu'à compromettre toute la structure. À la Villa La Leopolda, le moment décisif est survenu quelques jours seulement avant la grande fête annoncée, lorsque le contrôle absolu qui avait toujours caractérisé les lieux a révélé sa première véritable faille. Henri a été appelé en pleine nuit. Une alerte d'urgence signalait une instabilité structurelle dans une zone souterraine qui, officiellement, n'existait pas. Le message était contradictoire, presque invraisemblable, mais il s'accompagnait d'un ordre clair, intervention immédiate, sans inscription au système central. En arrivant sur place, il constata que quelque chose avait changé. Le passage, jusque-là discrètement fermé, était désormais grand ouvert. Des éclairages d'appoint illuminaient des couloirs qu'il n'aurait jamais dû voir. L'air était lourd, dense, imprégné d'un silence pesant, seulement troublé par le bruit lointain des machines en marche. Henri avança, car il n'avait pas d'autre choix. Reculer aurait éveillé les soupçons. Descendre était dangereux, mais prévisible. Il emprunta un escalier étroit qui menait à une structure bien plus vaste que ne le laissaient présager les plans. Ce n'était pas une simple annexe, mais un complexe. Des pièces spacieuses, des murs renforcés, des systèmes de ventilation indépendants. Tout indiquait une utilisation fréquente et une planification à long terme. Aucune trace d'improvisation. Le bâtiment avait un but précis et il n'était pas d'ordre logistique. Dans un des couloirs, Henri remarqua des marques récentes sur le sol, de profondes rayures, comme si des objets lourds avaient été traînés à la hâte. Il y avait aussi quelque chose de plus difficile à ignorer, des traces de nettoyage excessif, des produits chimiques puissants, utilisés non pas pour l'entretien, mais pour éliminer la saleté. Il n'a trouvé ni corps, ni preuve directe. Mais il a trouvé suffisamment d'éléments pour briser toute illusion de normalité. La villa ne se contentait pas de dissimuler quelque chose. Elle fonctionnait sur ce principe. À peu près au même moment, Claire a reçu un colis déposé à l'entrée de son immeuble. Il n'y avait pas d'adresse de retour. À l'intérieur, il y avait une simple clé USB et une feuille de papier pliée avec une phrase écrite à la main. Si quelque chose m'arrive, ce ne sera pas un accident. Le contenu de l'appareil a complètement bouleversé le cours de l'enquête. Il contenait des images de caméras internes, des angles de vue, qui n'auraient jamais dû être accessibles depuis l'extérieur de la propriété. Des dates, des heures et des registres d'entrée et de sortie incomplets y figuraient également. Sur certaines vidéos, on voyait des personnes entrer dans des zones qui ne figuraient sur aucune carte officielle. Aucune ne les montrait en train de quitter les lieux. Ce qui était le plus troublant, ce n'était pas ce qui était visible, mais ce qui manquait. Des coupures abruptes, des passages supprimés, des moments clés absents, comme si quelqu'un avait tenté d'en effacer juste assez pour préserver les apparences de normalité. Claire comprit alors qu'il ne s'agissait plus d'une simple enquête. Le risque était réel et immédiat. L'expéditeur ne s'était pas identifié, mais le contenu laissait supposer qu'il disposait d'informations privilégiées. Une personne qui, malgré la peur, était prête à briser le silence. Le tournant s'est produit lorsqu'Henri, une fois l'intervention d'urgence terminée, a reçu une nouvelle instruction. Rester éloigné de la propriété après la fin de l'intervention. Un congé payé, sans date de fin précise, une récompense déguisée en repos. Il avait compris le message. Il en avait trop vu. Claire, de son côté, a commencé à subir des pressions manifestes.
Un avocat l'a contacté, représentant des intérêts mal définis, et lui a laissé entendre que toute publication concernant la Villa La Leopolda pourrait entraîner des procès longs et ruineux. Il n'y a pas eu de menace directe, seulement des conséquences soigneusement décrites. Tous deux étaient confrontés au même dilemme, chacun dans un camp différent. Henri devait choisir entre disparaître discrètement ou risquer de rompre l'accord tacite qui maintenait la cohésion de la villa. Claire, quant à elle, devait décider si elle publiait un rapport encore incomplet ou attendait des preuves plus solides, sachant que le temps jouait contre elle. Le tournant ne fut ni une explosion, ni une révélation publique. Ce fut un changement intérieur. Dès lors, aucun des deux ne put feindre l'ignorance, aucun des deux ne put revenir à son état antérieur. La Villa La Leopolda poursuivait ses préparatifs pour sa grande fête. Jardins impeccables, éclairage peaufiné, invitations confirmées. Aux yeux du monde, rien n'avait changé. Mais pour Henri et Claire, la limite avait été franchie. Ce qui n'était que suspicion était devenu certitude. Et ce qui paraissait intouchable commençait, pour la première fois, à se fissurer. À partir de ce moment-là, toute décision aurait des conséquences irréversibles. Les conséquences de ce point de bascule ne se sont pas manifestées de façon explosive, mais par un ajustement silencieux du système, précis, froid et calculé. La Villa La Leopolda a réagi comme elle l'avait toujours fait face à toute menace, en se réorganisant pour éliminer les risques. Henri s'en est rendu compte immédiatement, après son congé. Ce congé rémunéré s'accompagnait de consignes claires. Ne pas retourner sur les lieux, ne pas répondre aux appels de ses anciens collègues et rester joignable uniquement par un canal interne spécifique. Ce n'était pas une pause, mais un isolement soigneusement planifié. Les jours suivants, il tenta de reprendre une vie normale, mais cette normalité lui paraissait artificielle. Il recevait son salaire à temps, mais se sentait surveillé. De petites coïncidences commencèrent à s'accumuler. La même voiture garée près de son immeuble à différents moments, des appels silencieux sur son téléphone, des courriels automatiques lui rappelant des clauses de confidentialité qu'il n'avait jamais eu le souvenir de signer consciemment. Henri réagit avec prudence. Il évita tout contact inutile, effaça les anciens messages et repassa mentalement en revue chaque détail de ce qu'il avait vu dans la cave de la villa. Il ne possédait aucune preuve matérielle, seulement ses souvenirs. Et, dans ce contexte, les souvenirs pouvaient être à la fois une protection et une condamnation. À l'intérieur du bâtiment, les conséquences étaient également visibles, quoique discrètes. Les équipes furent remplacées à la hâte. Les horaires de travail furent réorganisés. L'entreprise de maintenance chargée de l'aile souterraine fut exclue des marchés publics. C'était comme si toute une couche de personnel était effacée, remplacée par une autre, plus fiable ou plus discrète. Claire, quant à elle, a fait face à une réaction plus directe. Le contenu de la clé USB nécessitait une vérification, mais chaque tentative d'authentification se heurtait à des obstacles imprévus. Les experts techniques ont refusé d'intervenir. Les avocats ont conseillé la plus grande prudence, non pas parce que le contenu était falsifié, mais parce qu'il était trop dangereux pour être manipulé de façon conventionnelle. Elle comprit que la pression ne venait pas seulement de l'extérieur. Au sein même de la rédaction, l'atmosphère avait changé. Les conversations s'interrompaient dès qu'elles s'approchaient. Les réunions étaient reportées sans explication. Son rédacteur en chef commença à lui suggérer, avec une insistance croissante, de concentrer ses efforts sur des sujets moins sensibles. Claire réagit avec une obstination tranquille. Elle créa des copies cryptées des documents, dispersés à différents endroits. Elle consigna chaque contact suspect, chaque tentative de dissuasion. Elle savait qu'elle ne pouvait pas se fier à une seule ligne de défense. Ses réactions se sont également manifestées à l'extérieur. La presse internationale a commencé à publier des articles superficiels sur la Villa La Leopolda. Des reportages élogieux, axés sur l'architecture, l'histoire et le luxe. Une volonté manifeste de saturer le discours positif. Plus on parlait de la villa, moins il y avait de place pour les questions embarrassantes. Henri observa ce mouvement avec une inquiétude croissante.
La villa ne se contentait pas de se protéger, elle préparait le terrain. Les grandes constructions ne se fortifient pas par hasard. Contredisant sa prudence habituelle, Henri prit une décision risquée. Grâce à un ancien contact, il obtint l'accès à des dossiers techniques externes relatifs aux travaux souterrains de la région. Parmi ces documents génériques, il découvrit un élément confirmant ses craintes: des autorisations d'urgence accordées à des dates coïncidant avec des fêtes privées à la villa, systématiquement classées comme risques structurels. Rien d'illégal à première vue, mais le volume et la fréquence de ces autorisations indiquaient un usage systématique. Claire reçut presque simultanément un court message de l'expéditeur anonyme sur la clé USB. 3 mots seulement: ils le savent. Aucun appel à l'aide, aucune explication. Juste la confirmation que la donne avait encore changé. Ses réactions émotionnelles étaient contenues, mais profondes. Henri ressentit, pour la première fois, une peur véritable. Non pas la peur immédiate de la violence, mais la peur plus difficile à affronter, celle d'être peu à peu effacé, socialement et professionnellement, jusqu'à devenir insignifiant. Claire ressentait quelque chose de différent, un sentiment d'urgence absolue. Elle savait que le temps pressait. Chaque jour d'attente augmentait le risque que des preuves disparaissent, que des sources se rétractent ou qu'elles soient tout simplement réduites au silence. Les deux camps étaient désormais en mouvement, sans même se connaître. La villa avait réagi, et cette réaction montrait clairement qu'il n'y avait plus de place pour la neutralité. Rester passif était, en soi, un choix, et un choix dangereux. La villa La Leopolda demeurait immaculée, se préparant pour sa grande fête. Mais derrière les murs renforcés et les jardins parfaitement alignés, le système commençait à fonctionner en mode de confinement maximal. Et lorsque des systèmes comme ceux-ci sont confinés, c'est parce que quelque chose, ou quelqu'un, menace de perturber l'équilibre qui a mis des décennies à se construire. Le changement chez Henri ne s'est pas opéré par un geste héroïque, ni par une décision impulsive. Il s'est produit progressivement, presque imperceptiblement, façonné par des jours de silence forcé et la conscience troublante que la passivité ne le protégerait pas éternellement. Le congé payé, qui lui avait d'abord semblé une occasion de prendre du recul, s'est transformé en un espace de lucidité. Il commença à agir méthodiquement. Il ne retourna pas à la villa, mais se mit à observer ses effets à distance. Il se remémora d'anciens contrats, des conversations en apparence anodines, des ordres techniques qui à l'époque lui semblaient routiniers. Pour la première fois, il réorganisa mentalement les événements en un système cohérent et non plus en épisodes isolés. Henri comprit que son plus grand atout résidait précisément dans ce que la villa avait sous-estimé. Il n'était ni un invité, ni un haut responsable. Il était technicien, quelqu'un de formé pour déceler les schémas structurels, les défauts accumulés, les points de tension. Et les structures, aussi bien protégées soient-elles, ont toujours leurs limites. Au lieu de chercher à prouver directement les crimes, Henri s'est mis à recenser les incohérences techniques. Dates incompatibles, autorisations redondantes, réformes classées comme urgentes qui se répétaient avec une régularité mathématique. Il n'avait pas besoin d'informations privilégiées. Il lui suffisait de recouper les documents publics, les pièces du dossier et sa propre expérience pratique. Ce processus fut long et difficile. Il y eut des moments de repli, où la peur faillit le faire tout abandonner. Mais chaque tentative d'effacement, chaque étrange coïncidence renforçait sa conviction que le silence ne le sauverait pas. Claire vivait elle aussi une transformation. L'isolement professionnel, qu'il avait d'abord affaibli, commença à agir comme un filtre. Libérée du brouhaha de la salle de rédaction, elle se mit à travailler avec plus de précision, de stratégie. Elle cessa de rechercher la validation institutionnelle et commença à structurer son enquête comme un dossier autonome, conçu pour survivre même sans publication immédiate. Elle a appris à ralentir sans perdre son sens de l'urgence. Au lieu de vouloir tout dévoiler d'un coup, elle a commencé à organiser l'information en couches indépendantes, capables de se soutenir elle-même. Si l'une disparaissait, une autre subsistait.
L'évolution de Claire impliquait aussi d'accepter ses limites. Elle a compris qu'elle ne pouvait pas y arriver seule. Elle avait besoin de quelqu'un de l'intérieur, pas un délateur impulsif, mais quelqu'un qui comprenait les rouages du système. Le point de convergence a commencé à se dessiner lorsqu'Henri, utilisant un canal crypté suggéré par un ancien collègue, a publié anonymement une analyse technique de travaux souterrains irréguliers dans la région de Villefranche-sur-Mer. Le texte ne mentionnait pas directement la Villa La Leopolda, mais les données étaient trop précises pour être ignorées. Claire a immédiatement reconnu le schéma, non pas grâce au nom de l'auteur, qui n'existait pas, mais grâce à la logique. Il ne s'agissait pas d'un élan émotionnel, mais d'une construction froide, précise et technique, quelqu'un qui savait exactement ce qu'il faisait. Elle a réagi avec prudence. Au lieu de tenter un contact direct, elle a répondu au document par une analyse complémentaire, publiée dans une autre revue spécialisée, établissant des liens entre données historiques et lacunes administratives. Cette analyse n'a rien révélé de nouveau, mais a indiqué qu'il y avait bien quelqu'un de l'autre côté. Henri lut. Il comprit. Pour la première fois depuis la séparation, il se sentit moins seul. Cet échange indirect a marqué un tournant discret. Les deux parties ont progressé en reconnaissant que la force ne résidait pas dans la confrontation directe, mais dans la mise au jour des failles structurelles que le système ne pouvait corriger sans se révéler lui-même. La progression d'Henri s'est consolidée lorsqu'il a décidé de confier la conservation des documents à des personnes extérieures, qui ignoraient leur contenu intégral mais garantissaient leur préservation. Celle de Claire s'est consolidée lorsqu'elle a compris que l'impact ne viendrait pas nécessairement de la presse traditionnelle, mais d'une combinaison de fuites stratégiques et de pression publique indirecte. Aucun d'eux ne redevint jamais ce qu'il était auparavant. Henri cessa d'être un simple technicien obéissant. Il prit conscience du poids de sa fonction. Claire cessa de rechercher uniquement l'histoire parfaite. Elle se mit à rechercher la survie de la vérité. Ils savaient tous deux que des défis les attendaient encore. La grande fête à la villa approchait à grands pas. Le système était en état d'alerte maximale, mais, pour la première fois, il ne se contentait pas de réagir. Il se préparait. L'approche des festivités à la Villa La Leopolda a plongé la région dans une atmosphère de tension palpable. Pour les observateurs extérieurs, tout semblait s'apparenter à l'organisation d'un événement de haut niveau. Pour ceux qui, au-delà des apparences, découvraient une vaste opération de confinement, il s'agissait d'une véritable tempête dans un verre d'eau. Henri pressentit ce changement avant même toute confirmation officielle. Les documents techniques publics commencèrent à disparaître ou à être remplacés par des versions génériques. Les anciennes autorisations d'urgence furent reclassées. Les incohérences mineures, passées inaperçues jusque-là, étaient désormais activement effacées. Le système ne se contentait pas de se défendre, il faisait table rase du passé. Il accéléra ses propres préparatifs. Il rassembla les analyses techniques en un ensemble cohérent, organisé de telle sorte que tout lecteur possédant des connaissances de base puisse comprendre la gravité des failles structurelles et administratives. Il ne mentionna aucun crime. Il n'en avait pas besoin. Les lacunes parlaient d'elles-mêmes. Pendant ce temps, Claire finalisait le dossier. Elle recoupait les informations techniques avec les images de la clé USB, les documents historiques et les témoignages indirects. Elle créait plusieurs versions du contenu, chacune adaptée à un canal différent. Presse internationale, organisation de transparence, instance juridique indépendante. Si l'une était bloquée, une autre serait diffusée. La préparation exigeait un sang-froid irréprochable. L'improvisation était proscrite. La moindre erreur risquait non seulement de compromettre l'enquête, mais aussi de les exposer tous deux de manière irréversible. Le premier contact direct entre Henri et Claire était calculé. Un message bref, sans nom ni référence personnelle. Une simple question technique sur un point précis. La réponse était objective, précise. Aucune curiosité déplacée, aucune tentative de rapprochement.
Dès lors, ils ont établi un protocole de communication minimal, des messages sporadiques, toujours axés sur des faits vérifiables. Ils ne parlaient pas d'intention, mais d'échéance. L'échéance était claire. La célébration serait le point faible du système. De nombreux invités, de multiples niveaux de sécurité et de nombreuses opérations simultanées. Plus la complexité était grande, plus le risque d'échec était élevé. La villa fut placée dans un isolement quasi total. Des drones de sécurité furent autorisés à voler. Des barrières temporaires furent installées. Le personnel fut remplacé par des équipes extérieures. C'était une tentative de contrôle absolu, mais aussi un signe de nervosité. Henry a remarqué un point crucial lors de l'analyse des préparatifs techniques de l'événement. Certaines zones souterraines allaient être réactivées, bien que cela ne figure dans aucun programme officiel. La justification technique était floue, mais les données indiquaient une forte consommation d'énergie et une ventilation renforcée. Il a partagé cette information avec Claire, non pas comme une accusation, mais comme un avertissement opportun. Claire comprenait toute la gravité de la situation. Si un incident survenait, il y aurait trop de témoins indirects pour qu'on puisse les faire disparaître complètement. Parallèlement, le risque personnel pour chaque personne impliquée augmentait de façon exponentielle. La tension montait aussi sur le plan psychologique. Henry sentait l'étau se resserrer. Son activité numérique était surveillée. De petites tentatives d'intimidation recommencèrent à apparaître. Mises en demeure génériques, notifications automatiques de clauses contractuelles, contacts amicaux proposant le silence en échange de stabilité. Claire était confrontée à un autre dilemme. Publier avant l'événement risquait d'en annuler tout impact. Attendre trop longtemps pouvait lui faire perdre tout son contenu. Elle a donc opté pour une solution de compromis stratégique. Elle a préparé le contenu pour une diffusion automatique conditionnée par des événements spécifiques. La montée en puissance jusqu'au point culminant ne fut pas marquée par des actions spectaculaires et ostentatoires, mais par des décisions discrètes et précises. Chaque étape fut calculée pour minimiser les risques et maximiser l'impact. La Villa La Leopolda resplendissait sur les images promotionnelles discrètement diffusées. Des jardins parfaits, une architecture historique, la promesse d'une nuit inoubliable. Mais derrière cette façade impeccable, des lignes invisibles étaient sur le point de se croiser. Information, décision et action convergeaient vers un seul point. Le système qui avait fonctionné pendant des décennies sans véritable opposition se trouvait désormais confronté à quelque chose qu'il ne pouvait pas totalement contrôler. Une exposition coordonnée, technique et inévitable. Le point culminant ne serait pas un scandale immédiat, ce serait une rupture, et tout indiquait que cela commencerait cette nuit-là. La nuit de la célébration arriva dans une atmosphère de perfection artificielle. La Villa La Leopolda était illuminée comme jamais auparavant, chaque jardin méticuleusement préparé, chaque allée calculée pour guider les invités sans leur permettre de s'égarer. Vue d'en haut, dominant la mer, elle semblait un monument inaccessible au luxe européen. À l'intérieur, elle fonctionnait comme une machine à plein régime. Henry n'était pas physiquement présent. Et pour la première fois, cela joua en sa faveur. À distance, il surveillait les flux d'énergie publique, les données périphériques et les signaux qui, pris isolément, semblaient insignifiants. Ensemble, ils formaient un tableau clair. L'aile souterraine était active. La consommation d'électricité a grimpé en flèche peu avant le début officiel de l'événement. Les systèmes de ventilation se sont mis en marche à plein régime. Techniquement, rien ne justifiait une telle surconsommation lors d'un simple dîner de fête. Henry a immédiatement compris le problème. Il ne s'agissait pas de maintenance, mais de consommation. Claire observait le déroulement de la nuit depuis un autre point de la ville, entouré d'écrans, de documents et de protocoles automatisés prêts à être activés. Le dossier était structuré comme un système de diffusion progressive. Si certaines conditions étaient réunies, pic d'activité, modification soudaine des enregistrements, interruption anormale, les informations commenceraient à circuler. Le premier signe est apparu plus tôt que prévu.
Une brève interruption, presque imperceptible, a affecté une partie du réseau électrique extérieur de la villa. Il n'y a pas eu de coupure de courant, juste une fluctuation suffisante pour déclencher des redémarrages automatiques et générer des enregistrements. Henri a vu apparaître les données. Et avec elles, quelque chose qui n'aurait pas dû exister, un accès simultané à des secteurs officiellement désactivés, enregistrés par des systèmes indépendants qui n'avaient pas été pleinement intégrés au système de contrôle central. Il envoya à Claire un seul message, court, direct, sans émotion. Maintenant, Claire n'a pas hésité. Le premier dossier a été remis à un organisme international de surveillance de la transparence. Il ne mentionnait aucun crime. Il ne contenait aucune accusation directe. Il révélait simplement une série d'incohérences techniques, administratives et historiques, toutes liées à la même propriété. À l'intérieur de la villa, l'effet fut immédiat, bien qu'imperceptible au public. Les équipes de sécurité reçurent des ordres contradictoires. Des quartiers furent isolés sans explication claire. La tentative de dissimulation commença à faire plus de bruit que de silence. Puis vint le tournant. Un invité de marque, dont la présence garantissait une protection politique tacite, a été soudainement pris d'un malaise dans une zone non prévue au programme officiel de l'événement. Son état n'était pas grave, mais suffisant pour justifier l'intervention d'équipes médicales extérieures. Pour la première fois cette nuit-là, des étrangers circulaient dans des zones qui étaient toujours restées invisibles. Le confinement a échoué. Des registres d'entrée ont été tenus. Les horaires ont été notés. Des questions se sont posées, non pas sur la criminalité, mais sur les infrastructures, sur la raison d'être de certains couloirs, sur les raisons pour lesquelles ces réseaux n'étaient pas inclus sur les cartes officielles remises aux autorités locales. Claire a déclenché le deuxième protocole. Un ensemble de documents historiques et d'images partiellement retouchées ont commencé à circuler parmi des journalistes étrangers connus pour leur résistance aux pressions légales. Il ne s'agissait pas de sensationnalisme, mais d'une pratique systémique. Henri observait tout avec une attention quasi clinique. Il savait que c'était le moment le plus dangereux. Le système allait réagir de toutes ses forces. Et c'est ce qui se produisit. Des mises en demeure ont commencé à être automatiquement envoyées. Les demandes de retrait de contenu ont suivi rapidement. Mais cette fois, il était trop tard. Le contenu avait été reproduit, diffusé et implanté dans plusieurs juridictions. À l'intérieur de la villa, les festivités se poursuivaient officiellement. Musique, discours, toast. Mais le rythme avait changé. Des décisions étaient prises à la hâte. Des invités étaient redirigés. Certaines zones étaient discrètement fermées. Le point culminant n'a pas été un scandale public immédiat. C'était quelque chose de plus profond. Pour la première fois depuis des décennies, la Villa La Leopolda a laissé des traces. Les autorités locales ont été contraintes de consigner les incidents techniques. Les organismes de réglementation ont exigé des explications officielles. Les entreprises chargées de la maintenance des infrastructures souterraines ont commencé à être interrogées. Rien de tout cela n'a permis de prouver des infractions spécifiques. Mais cela a brisé le voile de l'impunité totale. Henri ressentit la transformation en lui-même au moment où il réalisa qu'il ne réagissait plus. Il dirigeait. Le technicien obéissant était devenu un agent de rupture. Claire ressentit la même chose lorsqu'elle comprit qu'elle n'avait plus besoin de protéger chaque mot comme s'il était le dernier. L'histoire ne dépendait plus uniquement d'elle. Elle avançait d'elle-même. Le coup de théâtre final est survenu sans bruit. Aux premières heures du matin, les comptes rendus officiels des festivités ont été modifiés pour effacer toute mention des secteurs problématiques. Mais ces modifications étaient désormais visibles, comparables, suspectes. Le système avait commis son erreur classique, tenté d'effacer trop vite. Alors que le soleil se levait sur la Méditerranée, la Villa La Leopolda se dressait toujours, intacte, magnifique. Mais quelque chose d'essentiel avait été perdu cette nuit-là. Contrôle absolu. Le point culminant ne s'est pas terminé par des sirènes ou des arrestations. Il s'est terminé par quelque chose de bien plus dangereux pour des structures de ce genre.
une attention soutenue et documentée, impossible à contenir totalement. Et ça a tout changé. Les jours qui suivirent les festivités ne furent marqués ni par des révélations fracassantes, ni par des arrestations immédiates, ni par des aveux publics. Ce qui suivit fut plus durable et plus corrosif pour les structures bâties sur le silence, des procédures officielles, des enquêtes administratives et un intérêt persistant qu'il était désormais difficile de détourner. La Villa La Leopolda est restée fermée au public sous prétexte d'évaluation technique. Les autorités régionales ont exigé des audits indépendants des infrastructures, une démarche inédite pour un site qui a toujours fonctionné dans une zone grise d'exception. Les entreprises liées au réseau souterrain ont entamé le réexamen d'anciens contrats, désormais soumis à une pression juridique et médiatique internationale. Rien n'a été déclaré illégal dans l'immédiat, mais la normalité était rompue. Henri en a subi directement les conséquences. Son permis a été révoqué sans autre explication. La relation professionnelle a été rompue par des clauses soigneusement rédigées. Il n'a reçu aucune menace, aucune accusation. Il a simplement disparu de cet écosystème professionnel. Mais, pour la première fois, cela ne signifiait pas la défaite. Son nom commença à circuler dans un tout autre contexte. Des cabinets de conseil technique indépendants le sollicitèrent. Des organismes de réglementation demandèrent des avis généraux, sans lien direct avec la villa. Il avait franchi une limite invisible, non pas un danger immédiat, mais un nouveau champ de responsabilité. Claire a également subi des conséquences. L'histoire complète n'a jamais été publiée dans un seul ouvrage. Elle a émergé de manière fragmentaire, dans des analyses, des rapports techniques, des articles juridiques et des débats internationaux sur la propriété privée et les zones protégées. Certains ont tenté de discréditer le contenu, d'autres l'ont minimisé, mais personne ne pouvait l'ignorer complètement. Le récit avait changé. La Villa La Leopolda est devenue non seulement un symbole de luxe, mais aussi un cas d'étude. Un exemple de la façon dont le pouvoir, l'argent et l'anonymat peuvent façonner des structures entières jusqu'à ce que de petites failles, mises au jour avec précision, révèlent ce qui était caché. Henri et Claire ne se sont jamais rencontrés en personne. Ils ont maintenu une distance consciente, presque rituelle. Ils savaient qu'une proximité excessive engendrait des vulnérabilités inutiles. Pourtant, ils ont perçu la même transformation chez l'autre. Aucun d'eux ne se considérait comme un héros. Ils n'avaient pas résolu tous les mystères. Ils n'avaient pas rendu une justice totale, mais ils avaient accompli quelque chose de peut-être plus important encore. Ils avaient levé l'invisibilité. Au fil du temps, les rumeurs ont continué de circuler. Certaines enquêtes ont progressé. D'autres ont été discrètement classées. Comme c'est toujours le cas dans les histoires impliquant des structures trop importantes pour s'effondrer d'un seul coup. Mais la villa ne fut plus jamais tout à fait la même. Les événements se firent rares. La sécurité, autrefois invisible, devint ostentatoire. Chaque nouveau projet exigeait une justification formelle. La moindre exception était désormais scrutée de près. La conclusion n'était pas une clôture définitive. C'était un changement d'état. Le système qui fonctionnait autrefois en silence devait désormais réagir. Et pour les structures fondées sur le silence, réagir est le premier pas vers l'érosion. La Villa La Leopolda se dressait toujours là, imposante sur le ciel français. Mais désormais, elle portait en elle quelque chose qu'elle ne pouvait plus dissimuler sous ses jardins soignés et ses réceptions mondaines. Historique. Des mois plus tard, le nom de la Villa La Leopolda apparaissait encore sporadiquement dans des rapports, des séminaires juridiques et des débats sur les limites entre propriété privée et intérêt public. On ne la citait plus avec la même révérence qu'auparavant, ni avec des accusations directes. Elle était devenue un exemple silencieux, et cela, en soi, était significatif. Henri avait déménagé dans une petite ville de la campagne française. Son nouveau travail ne concernait ni les demeures historiques, ni les événements prestigieux. Il s'agissait de projets ordinaires, contrôlés et transparents, sans aucune zone d'ombre.
Pour la première fois depuis des années, il savait précisément où menait chaque couloir. Aucun plan n'avait été omis. Aucune porte n'était cachée, et cela lui apporta la paix. Parfois, en relisant un rapport technique, son esprit revenait aux galeries souterraines de la villa, non pas avec crainte, mais avec une étrange impression d'inachevé. Comme un livre fermé, sachant que certaines pages resteraient à jamais inexplorées. Pourtant, il l'acceptait. La vérité ne se révèle pas toujours intacte. Parfois, elle ne laisse que des traces suffisantes pour que le monde change de cap. Claire a poursuivi sa carrière de journaliste d'investigation. Elle a élargi son champ d'investigation à d'autres cas similaires, propriétés isolées, contrats opaques, structures protégées par le prestige et le silence. Son travail sur la Côte d'Azur est devenu une référence dans les cursus universitaires et les rédactions. Elle ne s'exprimait jamais publiquement sur ses sources confidentielles. Elle ne confirmait jamais les noms. Elle conservait la même prudence qu'au début, mais lors de conférences discrètes, elle répétait souvent une simple phrase « Le problème n'est pas le secret, c'est qui en profite ». La villa La Leopolda demeurait là, visible du ciel, photographiée par les drones des touristes et figurant sur de vieilles cartes postales. Pour la plupart, elle restait l'une des maisons les plus chères du monde. Pour quelques-uns, elle rappelait sans cesse que même les plus hauts murs dépendent d'un élément fragile pour rester intacts, le silence collectif. Et le silence, une fois brisé, ne revient jamais au même endroit. Il n'y a pas eu d'explosion finale, pas de révélation tardive, juste le poids persistant de savoir que quelqu'un a vu, que quelqu'un a filmé, que quelqu'un a posé des questions. Parfois, c'est ainsi que les histoires se terminent vraiment, pas avec une justice complète, mais avec vigilance. Les histoires comme celle-ci ne s'arrêtent pas à la fin de la vidéo. Elles se poursuivent dans les détails qui passent inaperçus, dans les lieux qui semblent inaccessibles et dans les questions que presque personne ne pose. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous croyez, vous aussi, que le silence n'est pas toujours innocent et que certaines vérités n'émergent que lorsqu'on décide d'observer de plus près. C'est pourquoi abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochains récits véridiques, enquêtes narratives et témoignages qui révèlent ce qui est généralement caché derrière les grands noms, les lieux luxueux et les structures de pouvoir. Laissez un commentaire d'où regardez-vous et dites « Croyez-vous qu'il existe d'autres endroits comme celui-ci où les secrets restent protégés uniquement par le prestige ?» Votre participation contribue à la croissance de la chaîne et permet de diffuser ce contenu à un public plus large, sensible aux récits approfondis et documentés, racontés de manière responsable. Activez les notifications pour recevoir des mises à jour sur les prochaines vidéos. Et jusqu'à la prochaine histoire.